J'avais prévu de traiter de l'épiscopat en général, mais l'épiscopat au XIXe siècle, bien évidemment, est très divers. Ce n'est pas un bloc monolithique entre le gallicanisme, l'ultramontanisme, les néo-jansénistes, entre les démocrates, les libéraux, les légitimistes. C'est autant de facettes de l'épiscopat, très complexes, que l'on pourra retrouver dans la communication écrite. Moi, ce qui m'intéresse ce matin, c'est justement, vous aviez, chers collègues, évoqué cet aspect dans votre intervention, vous l'avez évoqué, c'est-à-dire comment va-t-on au prince? Et je vais prendre l'exemple d'un évêque, Monseigneur Frépel, un homme qui est venu au prince en passant à peu près par tous les mouvements que je vous ai indiqués, puisqu'il est parti de la République pour se diriger vers la monarchie. Et ce qui est intéressant de comprendre, et il n'est pas le seul évêque, et il n'est surtout pas non le seul religieux à avoir fait cette démarche, c'est comment et pourquoi passe-t-on finalement au XIXe siècle, dans la première moitié du XIXe siècle, de la République vers la monarchie. Alors la personnalité de Monseigneur Frépel reste encore aujourd'hui pour les historiens complexe. Il garde l'image d'un homme double qui aurait brusquement changé d'opinion une fois conquise la pourpre épiscopale, abandonnant le camp du libéralisme pour devenir un des chefs de file du courant néo-ultramontain. En tout cas, tel le décrit le révérend père Le Canuet. Mais une fois évêque, il répudia et combattit avec violence le libéralisme et les libéraux. À l'inverse, son biographe officiel, l'abbé Terrien, tente de montrer que l'ultramontanisme de Frépel était ancré en lui dès sa jeunesse. Deux jugements qui en réalité ne sont pas si opposés qu'il y paraît de prime abord et qui, pour comprendre la personnalité de Frépel, nous sont très utiles. Frépel, qui, je le rappelle, arrive à Angers en 1870 comme évêque et qui soutiendra la tentative de restauration. Mais il est nécessaire, avant de comprendre comment il en arrive à soutenir cette tentative de restauration, de revenir sur ses antécédents, tout en s'interrogeant sur ce que ce parcours a à la fois d'original au sein de l'épiscopat français et de commun avec un certain nombre d'autres évêques. Émile Frépel est l'un des rares évêques du XIXe siècle d'origine alsacienne. Il est même le seul en place après la perte de l'Alsace en 1871. Né à Obernai le 1er juin 1827 dans une famille de la petite bourgeoisie, la formation du futur évêque d'Angers est assez conforme à celle des fils de la bourgeoisie de l'époque. Élevé d'abord par les religieuses de Ribeauvillé, il entre à 7 ans à l'école communale d'Obernai, puis à 9 ans au collège de la même ville, dirigé par des ecclésiastiques, comme cela était encore souvent le cas sous la monarchie de Juillet. C'est au lycée de Strasbourg, où il se rend par la suite, qu'il se forme à la rhétorique et à la philosophie, avant d'entrer en 1843 au petit séminaire Saint-Louis de Strasbourg. Pour ceux qui le concernent, c'est le signe d'une vocation naissante, même si Frépel cherche malgré tout à s'assurer d'un diplôme de fin d'études, on ne sait jamais, et dès son entrée au petit séminaire, il envisage en effet, ce qui est assez rare à l'époque, de se présenter au baccalauréat en qualité de candidat libre, s'il le faut, car comme la plupart des séminaires de France, celui de Strasbourg négligeait de présenter ses élèves devant l'université. Il n'y en avait pas besoin. Frépel va obtenir son baccalauréat en août 1844, ce qui fit ensuite de lui l'un des rares prêtres bacheliers au sein du clergé français. Suite à ce succès, il entre au grand séminaire de Strasbourg, il y travaille beaucoup et reçoit en particulier un enseignement ultramontain, notamment de son professeur d'histoire ecclésiastique, le père Scherling, dont l'influence sur Frépel fut forte. Ne se contentant pas du seul enseignement du grand séminaire, il va lire beaucoup, il dévore même les livres, dirait-on, et en particulier saint Thomas d'Aquin, excellente lecture, et Bossuet. Dès le séminaire, Frépel acquiert une culture qui en fera sinon un
théologien éminent, du moins un grand érudit au sein du clergé français. Dès lors, et assez naturellement, on va lui confier à la rentrée de 1848 un poste de professeur d'histoire au petit séminaire Saint-Louis de Strasbourg, poste traditionnel que l'on proposait à certains aspirants au sacerdoce avant leur ordination. Mais dans le cas de Frépel, cette charge inaugure en réalité une carrière exclusivement consacrée à l'enseignement. Au préalable, Frépel s'est trouvé confronté aux répercussions de la Révolution de 1848. Il se passionne pour les événements parisiens et admire le père Lacordaire, qu'il avait entendu à Strasbourg 2 ans auparavant. Il est alors franchement acquis à l'idée républicaine et justifie ainsi ses positions dans une lettre adressée à Monseigneur Parisis. Permettez à un républicain catholique de vous soumettre quelques doutes sur l'appréciation théologique que vous avez faite de la démocratie, de ses principes et de ses conséquences. J'ai été charmé de voir enfin ces questions du jour présentées avec cette netteté et cette précision qui caractérisent vos écrits. Frépel, dans cette lettre, avoue donc très clairement son idée républicaine. Et il développe ensuite dans sa lettre son argumentation pour conclure que le christianisme était compatible avec toutes les formes de gouvernement, tout en soutenant que la démocratie était la plus conforme à l'esprit de la religion divine. Bref, à ce moment-là, irrécupérable. Pour Frépel, l'esprit chrétien, dans ses relations sociales, est un esprit de liberté, d'égalité, de fraternité. Tout le monde en convient, ajoute-t-il, donc au triple point de vue de liberté, de l'égalité, de la fraternité, le pouvoir monarchique constitutionnel, à la rigueur, et le pouvoir républicain sont plus conformes à l'esprit chrétien que le pouvoir absolu. De plus, estime le jeune Frépel, pourrais-je l'appeler comme ça, de plus, estime-t-il, la forme démocratique où la démocratie est la plus fondée par la raison, que toute autre forme gouvernementale, elle est aussi plus chrétienne. Voilà. Car le christianisme est la plus haute expression de la raison. Voilà. On peut remarquer, cependant, chez Frépel, son souci de toujours, quand même, déjà à ce moment-là, placer en tête les intérêts de l'Église. Et c'est ça qui va motiver, au fur et à mesure de son évolution de carrière, son changement d'opinion. En fin de compte, la forme du régime, à ce moment-là, lui importe peu, pourvu qu'elle respecte les intérêts de l'Église. Mais dans cette première période, il lui semble que le pouvoir républicain, voire le pouvoir monarchique constitutionnel, sont préférables donc au pouvoir absolu. Quoi qu'il en soit, Frépel adopte des positions républicaines en 1848-1849 et surtout, il participe au climat d'enthousiasme intellectuel qui entoure cette période révolutionnaire et se caractérise par une très grande liberté de ton, y compris au sein de l'Église. Car nombreux sont aussi les abbés et les évêques qui sont dans cette mouvance et qui se disent pourquoi pas. Et très vite, la rigueur intellectuelle de Frépel attire sur lui l'attention des milieux intellectuels du clergé parisien et il est proposé par l'abbé Cruys pour être maître de conférences en philosophie à l'école des Carmes, dont Cruys d'ailleurs est le directeur. Il y côtoie l'abbé Lavigéry, chargé à la même époque d'assurer l'enseignement du latin. Et durant cette période, il va établir des liens de plus en plus forts avec les milieux libéraux de la capitale, ce qui incita Monseigneur Reyss à rappeler son diocésain à Strasbourg pour fonder un collège catholique. Et malgré tout, en étant éloigné de Paris, il maintiendra des liens avec ces milieux libéraux, notamment en collaborant au journal Le Correspondant. Très vite, les circonstances vont le ramener sur Paris. Il réussit en effet un concours ouvert aux bacheliers ès lettres afin de devenir chapelain du Panthéon.
reçu 3e sur 6 chapelains souhaités, il prononcera le discours des chapelains à l'occasion de la réouverture du Panthéon, un discours qui devait marquer, avec netteté cette fois-ci, non pas le côté républicain de Frépel, mais le ralliement de Frépel à l'Empire. Ah, première évolution, puisque après avoir dressé un véritable panégyrique de Napoléon Ier, il loua Napoléon III pour son action à la tête de l'État. En réalité, il ne renie pas ses élans de 1848 comme on pourrait l'imaginer au premier abord, mais voit au contraire en Napoléon III un héritier de l'esprit de 1848, celui dont la mission fut d'éviter que la Révolution ne dérape. Je rappelle que Napoléon III, c'est aussi le premier et unique président de la Seconde République. Frépel incarne ainsi une des formes de ralliement à l'Empire. À l'image d'autres catholiques, naguère républicains, il voit cette fois-ci dans le régime impérial la poursuite de l'idéal démocratique, tandis que d'autres plus intransigeants se rallient à Napoléon III, car il est le garant du retour au principe d'autorité. Voilà. Poursuivant ses études, Frépel obtient un doctorat en théologie en juin 1855, et il fait partie de cette génération de prêtres intellectuels qui donnera plus d'une dizaine d'évêques à l'Église, parmi lesquels la Vigerie, Bourret, Hugonin, Langenieux, Lagrange ou Soubirane, pour ne citer que les principaux, tous étudiants à la Sorbonne en même temps que lui, mais à leur différence, lui ne fut jamais le disciple de Monseigneur Dupanloup, qui fut au cours du Concile Vatican I le porte-parole du courant libéral dans l'Église et s'opposa vigoureusement au pape Pie IX. Frépel conserva donc son indépendance d'esprit et n'eut de cesse de combattre par la suite le gallicanisme, ce qui est quand même un paradoxe quand on voit d'où venait finalement Frépel. Il devient professeur à la faculté de théologie de Paris en 1858 et il se rapproche de l'abbé Maret qui l'a fait nommer professeur. Et il envisage d'ailleurs, cet abbé Maret, de nommer Frépel vicaire général de l'évêché de Vannes en 1860, à partir du moment où ce fameux abbé Maret aurait été consacré évêque de Vannes. C'était son ambition. Mais l'affaire n'aboutit pas, en raison en particulier de l'opposition de Rome à cette nomination épiscopale. Et en étant proche de l'abbé Maret, Frépel demeure encore, pour l'instant, éloigné des ultramontains, qui se détournent, eux, par contre, de plus en plus d'un régime impérial qui n'a pas tenu ses engagements à l'égard de la papauté. Frépel, professeur à la Sorbonne, de par son soutien clair et affirmé au pouvoir, et il continue à soutenir l'Empire, est à milieu encore, à ce moment-là, du parti ultramontain. Jusqu'en 1868, il demeure d'ailleurs l'un des principaux collaborateurs de Monseigneur Maret. Il a fini quand même par être nommé évêque in partibus à la Sorbonne. Mais un changement d'orientation commence à se faire jour en 1869, année, et c'est l'année capitale, où il est nommé consulteur à Rome en vue de la préparation du concile. Il y devient un correspondant actif de Monseigneur Dupanloup, par l'intermédiaire notamment de son ancien condisciple, le vicaire général Lagrange. En cette année 1869, Frépel s'est donc quelque peu éloigné des positions de Maret, mais reste encore un catholique libéral, très proche cette fois-ci de la tendance de Dupanloup. Mais on voit que, à petits pas de loup, sans jeu de mots, il se rapproche. La seule différence avec ce dernier se situe sur le terrain politique, dans la mesure où Frépel demeure un fidèle soutien encore du régime impérial. La période qui s'ouvre par l'arrivée de Frépel à Rome au début de 1869 et s'achève à la fin de l'année par sa nomination à l'évêché d'Angers est l'une des plus controversées évidemment de son existence, car elle pose clairement le problème de son passage du catholicisme libéral à l'ultramontanisme le plus intransigeant. À son arrivée à Rome, Frépel est sur les mêmes positions que Monseigneur Dupanloup.
une lettre adressée à Monseigneur Bessel, évêque de Vannes, le 27 février 1869, le montre inquiet de cette volonté de définir l'infaillibilité du pape. Je regarde la définition de cette infaillibilité comme la mesure la plus inopportune qu'on puisse proposer. Enfin, il se montre très critique, ce Frépel, envers la personne même de Pie IX, qu'il qualifie de vieillard, fatigué et découragé. Regagnant Paris en juillet 1869, Frépel reste évidemment très attentif à la campagne suscitée par la prochaine ouverture du concile. À peine arrivé, Monseigneur Maret lui adresse un manuscrit de son ouvrage sur le concile dans lequel il se prononce contre la proclamation du dogme de l'infaillibilité. Et là, miracle. Étonnamment, Frépel le lui renvoie avec de très nombreuses annotations critiques, consommant ainsi la rupture entre les deux hommes sous-jacente depuis 1868. Cette rupture pousse Frépel hors de la sphère des néo-gallicans. Il perd un soutien de poids au moment où il espère un siège épiscopal. Alors vers qui se tourner ? Frépel cherche dès lors le patronage de Dupanloup, qui espère, lui, le siège de Lyon, en laissant celui d'Orléans, sur lequel Lagrange y verrait bien Frépel. Vous voyez, c'est les chaises musicales. Mais l'affaire, là encore, une nouvelle fois, échoue. Et Frépel alerte alors l'évêque de Vannes, Monseigneur Bessel, un soutien sûr du régime. Plus bonapartiste que Bessel, tu meurs. Monseigneur Bessel adresse une note à l'empereur en rappelant les états de service et le dévouement de Frépel, mais Lavigerie, un de ses anciens compagnons, semble avoir desservi Frépel auprès de l'empereur, ou du moins fit retarder sa nomination. Souhaitant quand même être évêque avant l'ouverture du concile pour pouvoir y participer, il sollicita à nouveau le soutien de Dupanloup, qui refusa. C'est un choc pour Frépel, qui voit ainsi ses anciens amis lui tourner le dos, et qui se décide alors à réfléchir sur le sens de son action. Déjà courroucé par la publication du livre de Maret, il n'apprécie guère plus l'ouvrage de Dupanloup, intitulé « Observations sur la controverse soulevée relativement à la définition de l'infaillibilité au prochain concile », paru en novembre 1869. À cela s'ajoute son retour à Rome, où il se retrouve plongé dans une atmosphère ultramontaine qui achève de le convaincre. Il côtoie dès lors les milieux ultramontains français par l'intermédiaire de Monseigneur Reyss, évêque de Strasbourg. C'est à ce moment que tout bascule, que date véritablement sa conversion. Monseigneur Reyss et Monseigneur Boutinet vont dès lors soutenir sa candidature à l'épiscopat. Ce sont des légitimistes, recevant d'ailleurs l'aval du nonce apostolique. Frépel est nommé évêque d'Angers le 27 décembre 1869, il a 42 ans. Ce volte-face s'explique très bien. Élevé dans le culte de la papauté, Frépel se rallie à ceux qui la défendent, au moment même où ses amis libéraux semblent vouloir faire ressurgir les vieilles doctrines gallicanes qu'il n'a jamais admises. Sacré à Rome, à Saint-Louis des Français le 18 avril 1870, Monseigneur Frépel s'installe dans son diocèse au moment où débute le conflit franco-prussien. La rapidité de la défaite, l'emprisonnement de l'empereur, la proclamation de la Troisième République l'amènent à s'inquiéter pour l'avenir de l'Église en France, en particulier au lendemain de la Commune de Paris de 1871. Et il écrit: « Dès que les Prussiens seront partis, nous aurons à lutter contre le matérialisme et les athées. On voudra dénoncer le concordat, proclamer la séparation de l'Église et de l'État, supprimer le budget des cultes, dépouiller l'école de son caractère religieux, introduire l'enseignement gratuit et obligatoire,
Pour moi, je me prépare à la lutte et je n'oublierai rien pour combattre les démagogues par la parole et par la plume. » Renversement total de situation. Monseigneur Frépel, malgré la défaite, attribue à la France la place la plus importante dans le monde. Perpétuel exemple, dit-il, pour les autres pays. La France doit sa primauté au fait qu'elle est marquée du sceau divin. C'est la fille aînée de l'Église, ainsi que de son histoire. Tous, nous devons au passé la meilleure partie de nous-mêmes. Nous lui devons notre langue, notre génie, notre supériorité intellectuelle, nos mœurs et nos croyances, ce qui a marqué notre place dans l'histoire et notre rang sur la scène du monde. Monseigneur Frépel pense dès lors que la France est et restera une nation catholique, et il associe, et une monarchie. Et voilà, le passage se fait. Les lois laïques, la République athée n'y pourront rien changer. Les Français conservent et conserveront toujours leur foi. Monarchique, la France l'est et doit le rester viscéralement. C'est son régime historique et naturel. La monarchie est l'institution centrale avec laquelle et par laquelle un peuple est né, a vécu, a grandi, a prospéré, s'est développé, ne faisant qu'un avec elle et trouvant dans cette alliance féconde à travers les vicissitudes de son histoire la garantie souveraine et permanente de sa grandeur et de son unité, pour reprendre une partie de ses propos lors de l'éloge funéraire qu'il fera du général de Senlis en 1887. Une nouvelle fois, on constate une évolution très nette du positionnement politique de Frépel. Les débuts chaotiques de la Troisième République, les excès idéologiques et les craintes pour l'Église le font adhérer au parti du comte de Chambord jusqu'à sa mort dorénavant, le 24 août 1883. Il ne changera plus du tout de positionnement. Monseigneur Frépel perçoit la monarchie comme étant de droit divin et donc comme la plus haute forme de l'autorité sur terre. Il faut par conséquent revenir à la royauté qui seule peut faire l'unité, maintenir la grandeur et la force de la France. Malgré, dit-il, mon peu de goût pour la politique, je dois reconnaître pourtant qu'en ce moment, si la question politique prime tout et qu'il faut absolument la résoudre si nous ne voulons pas tomber dans le plus affreux gâchis. Il parle évidemment de la naissance de la République. Monseigneur Frépel estime que cette question politique se résout par un principe clair. La France doit rompre toute alliance avec la Révolution. Héritière de cette révolution, celle de 1789 bien sûr, la Troisième République ne trouve aucune grâce aux yeux de l'évêque d'Angers. Il la jugera bientôt dangereuse car les francs-maçons et les libres penseurs qui la dirigent ne visent qu'une chose en installant partout la désunion, s'imposer par la tyrannie selon ses propos. Afin d'éviter le pire, Monseigneur Frépel estime qu'il faut rétablir la monarchie. Et un seul homme, et je le cite, pouvait nous sauver, c'est le comte de Chambord. Or c'est précisément celui dont on veut le moins, parce que son nom signifie la fin de la Révolution et le retour à l'Église. Et d'ajouter, c'est quand les hommes sont à bout de ressources que Dieu se plaît à manifester sa puissance. Espérons et prions. Frépel attend beaucoup de Dieu, certes, mais il agit aussi et participe par exemple à la fondation du journal L'Étoile d'Angers avec son ami alsacien Charles Muller en novembre 1871. Le premier éditorial annonçait la couleur. « Nous sommes catholiques et légitimistes. C'est l'attachement de nos pères à leur religion et à leur roi qui a fait l'unité française et qui a fait la grandeur de la France. C'est par l'oubli de ces vraies traditions que la France est tombée où nous la voyons. Elle ne peut se relever qu'en revenant à la foi chrétienne. Pour Frépel, les choses deviennent claires. On ne peut accepter qu'un retour à la monarchie véritablement chrétienne et en cela, lui et l'ensemble des légitimistes ne font que conformer leur attitude à celle du comte de Chambord. Ce dernier s'estimait effectivement dépositaire d'une délégation divine dont il ne lui appartenait pas de disposer à sa guise. Il confondait dans une même foi le dogme religieux et le principe monarchique. Quand Albert Demain prononcera à la Chambre un discours où il opposera la contre-révolution
doctrine qui fait reposer la société sur la loi chrétienne et la Révolution qui prétend fonder la société sur la volonté de l'homme au lieu de la fonder sur la volonté de Dieu, ce sera l'occasion pour le comte de Chambord d'affirmer en disciple de Maistre et de Bonald la nécessité pour sauver la France que Dieu, et on l'a déjà cité 2 fois, y rentre en maître afin que lui-même puisse y régner en roi. Lorsque la comtesse de Chambord, et j'en ai presque fini, dira plus tard de son mari à Monseigneur Lavigerie: « Il a bien fait de ne pas aller en France. Il n'aurait pu y remplir ses devoirs et faire tout le bien qu'il aurait voulu faire. Le cardinal approuvera. Le dernier des Bourbons n'a désiré monter sur le trône que pour être le roi très chrétien d'une France de la contre-révolution, ce qui évidemment était très loin le cas dans ces années 1870-1880. Pour en arriver là, s'exprimait Monseigneur Frépel, il faut que tous ceux qui partagent nos convictions fassent leur devoir. Il faut qu'ils comprennent que le moment est venu d'affirmer hautement leurs principes, qu'ils répudient la politique de compromis et d'expédients où l'on s'efforce de les engager. Il suffit d'avoir présent à l'esprit ces déclarations solennelles et ces réflexions pour comprendre comment la tentative de restauration monarchique aboutit à un échec, bien que les pourparlers entre légitimistes et orléanistes avaient fini par aboutir à un accord. Le retour de la monarchie butera sur l'acceptation ou non du fameux drapeau blanc, point de fixation. Monseigneur Dupanloup et d'autres prélats viendront supplier le prince d'accepter l'emblème tricolore sans résultat. Le comte de Chambord proclame dans un manifeste que le drapeau du vieux roi son aïeul a flotté sur son berceau et qu'il ombragera sa tombe. Monseigneur Dupanloup déclarera qu'il n'avait jamais vu cécité morale si absolue. A l'inverse, Monseigneur Frépel comprend les arguments du comte et d'écrire « Notre drapeau, c'est le drapeau blanc. On a reproché à monsieur le comte de Chambord de n'avoir pas voulu le répudier. Et pourquoi donc l'aurait-il répudié? Avait-il le droit de le répudier? Le drapeau blanc a été le drapeau de la France avant d'être le drapeau de la royauté. L'État chrétien ne sera donc pas restauré. La France demeurera une république et pour longtemps, jusqu'à l'heure de Dieu qui seul l'en délivrera, et cette heure n'est pas encore venue. » Mais Monseigneur Frépel ne baisse pas pour autant les bras. C'est une lutte sans concession qu'il engage dorénavant, résolument, non seulement contre les adversaires déclarés du Christ et de l'Église, mais encore et surtout contre les catholiques libéraux. Ce catholicisme libéral de sa jeunesse qui devint à ses yeux une apostasie au cœur de l'Église, d'autant plus que ces derniers prôneront le rattachement à la République. Oh, trahison! En conclusion, nous pouvons percevoir très rapidement, au travers de ce portrait dressé, dans l'évolution des attachements et des amitiés de Frépel, un révélateur de cette France du XIXe siècle qui hésite sur le choix d'un régime. Par contre, il est juste de dire qu'entre 1870 et 1891, année de sa mort, Monseigneur Frépel n'oscilla jamais plus entre monarchie et république. Il avait fini par faire son choix définitif. Ses convictions étaient profondes et dorénavant bien arrêtées. Il lutta et œuvra sans cesse pour la monarchie et contre la République, en particulier en étant élu député, comme vous le savez, entre 1880 et jusqu'à sa mort, et inscrit au groupe Union des droites, qui rassemblait les monarchistes et légitimistes orléanistes, et même des bonapartistes hostiles à l'idée même de république, qui avaient accepté la fusion. Et ce parti réussit à se maintenir les 2 premières décennies, c'est-à-dire quasiment jusqu'à la mort de Monseigneur Frépel. Voilà l'image d'un prélat étonnant qui, partant de la République, s'est rallié au comte, un bel exemple à suivre.